Bonjour Maud Bréjon. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour à tous. On ne veut plus voir ça, ce sont les mots du président après les violences qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions samedi. Un mort, chaos sur les Champs-Élysées, policiers visés par des tirs de mortier, périphérique pris d'assaut, un jeune de 17 ans poignardé dans Paris, 178 blessés chez les forces de l'ordre. Mais le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se félicite d'une situation globalement sous contrôle. Maud Bréjon, est-ce qu'on s'est tellement habitué à ces scènes, ces violences d'après-match que quand le pays n'est pas à feu et à sang, on considère que c'est une réussite? Personne ne s'est habitué à ces violences. Elles sont inacceptables et incompréhensibles pour nos concitoyens et vos auditeurs qui nous écoutent ce matin. Je rappelle évidemment, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, que 22 000 policiers et gendarmes étaient déployés, 8 000 en zone préfecture de police. C'est donc un dispositif absolument colossal, et je remercie évidemment l'ensemble des forces de l'ordre, les préfets, le ministre de l'Intérieur. Mais ça n'a pas suffi à éviter la casse. Ça n'a pas suffi à éviter la casse, et ça doit nous interroger sur l'origine de cette violence. Je voudrais bien sûr dire qu'il y a une différence évidente, que chacun fait, je crois, entre les centaines de milliers de supporters de Français qui étaient heureux samedi soir de cette très belle victoire, deuxième victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, et le résultat d'une violence extrême, d'une minorité, mais qui pourrit la vie de manière récurrente à chaque grand rassemblement footballistique, ou en tout cas de manière, encore une fois, récurrente, et que personne ne comprend. Donc est-ce qu'on peut dire que la situation était globalement sous contrôle, ou est-ce que vous reconnaissez ce matin que non, on a perdu le contrôle de cette violence après des événements festifs, après des matchs, on ne contrôle plus? Un dispositif majeur, je le redis, colossal, 22 000 forces de l'ordre ont été déployées. Et donc, je le redis... Mais malgré cela, effectivement, je le redis, Agathe Landry, la question qui se pose maintenant, c'est l'origine de cette violence. Et de toute évidence, ce n'est pas juste une histoire de nombre de forces de l'ordre déployées. On a un problème de violence endémique en France, de violence qui se répète. On a un problème d'éducation, on a un problème culturel. Ça va, pardonnez-moi, au-delà de la seule question, je mets des guillemets parce qu'elle est évidemment importante, mais ça va au-delà de la question du dispositif de maintien de l'ordre. Elle vient d'où cette violence alors? Quand vous dites l'origine de cette violence, quand on a 22 000 policiers et gendarmes déployés, et que pour autant, on assiste, je le redis encore une fois, de manière récurrente aux images qu'on a vues hier, qu'on voit malheureusement désormais à intervalles réguliers, ça pose des questions plus profondes, et ça pose notamment des questions d'éducation. Et comment vous y répondez à ces questions plus profondes? Parce que c'est aussi le politique qui est responsable, ou il est totalement impuissant? Non. Parce que année après année, le même constat se répète. Il y a encore plus d'interpellations. Il y a une responsabilité. 45% d'interpellations en plus que l'année dernière pour la même finale de la Ligue des Champions. Et ça, c'est le travail des forces de l'ordre. Ça, c'est le travail, encore une fois, que je salue des forces de l'ordre ce matin, qui ont permis l'ensemble de ces interpellations. Il y a une responsabilité collective, il y a une responsabilité du politique évidente. Et ça touche évidemment au maintien de l'ordre, ça touche aux politiques publiques qui sont mises en place depuis plusieurs années maintenant. Et puis il y a une responsabilité, pardonnez-moi, parentale. Il y a une responsabilité des familles. Vous avez vu les vidéos, comme je les ai vues, je pense. C'est énormément de jeunes qui étaient présents dans ces rassemblements violents. On a un problème avec l'éducation d'une partie de nos enfants en France. Et si je peux me permettre, je n'abuse pas de ce genre de remarques, mais on a un problème avec l'éducation d'une partie de nos fils, Agathe Landry. Donc c'est un problème d'éducation, c'est la responsabilité des parents? En tout cas, il y a notamment, et je le dis, il y a notamment un problème d'éducation. Ça n'exonère pas l'État de mettre en place les dispositifs suffisants pour l'ensemble des grands rassemblements. Et on le fait à chaque fois. Il y a des rassemblements qui se passent bien. Les Jeux Olympiques, par exemple, ont rassemblé bien plus de monde que le match de samedi soir, et se sont bien déroulés. Il y a des compétitions sportives qui se déroulent correctement. Mais pour autant, on est face, je le redis, à un problème de violence endémique qui est inacceptable et qui doit tous nous interroger. Ces images ont largement dépassé nos frontières. Le néerlandais Geert Wilders, chef du Parti pour la Liberté, figure de l'extrême droite européenne, a écrit « Arrêtez-les et déportez-les tous ». L'Allemande Alice Weidel, coprésidente de l'AfD, principal parti d'opposition en Allemagne, classé évidemment à l'extrême droite, a simplement écrit le mot « remigration ». Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ces propos sont
profondément choquant. Vous avez utilisé, je n'avais pas entendu ces expressions, vous avez relaté les mots « déportez-les ». Ouais. Arrêtez-les, déportez-les tous. Bon, quand on connaît la portée historique de tels propos, c'est profondément choquant, absolument inadmissible. Je n'ai pas plus de commentaires à faire sur ces responsables d'extrême droite avec qui je ne partage absolument rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on arrive à faire en France, chez nous, pour que la situation s'améliore. Et ça touche à des politiques publiques, je le redis, sur la sécurité, mais sur l'image de la France, aussi sur l'éducation, sur le civisme, qui est un mot important et qui, de toute évidence, était complètement méconnu des jeunes gens que nous avons vus dans les rues samedi sur ces soir. réactions à l'étranger. Il y a aussi le milliardaire américain Elon Musk qui s'est fendu d'un tweet accompagné d'une vidéo qui montre un début de feu et une foule qui fuit la police près du Parc des Princes avec écrit « Problems in Paris ». Oui, j'ai vu. Mais c'est quoi? Ce sont des ingérences étrangères? Que chacun s'occupe de ce qui se passe chez soi. Il me semble qu'il y a des phénomènes de violence sur lesquels on pourrait discuter longtemps, aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays européens. En Angleterre, aucun dégât après le match Maud Bréjon. Enfin, il ne me semble... À Londres, ça s'est très bien passé. Alors, il y a, pour commencer, des phénomènes... ce week-end. Il y a historiquement des phénomènes de violence après les matchs de foot, et ce, pas uniquement en France. Donc mais c'est pas une spécificité française. Mais ça, ce n'est pas une spécificité française. Ça ne justifie pas pour autant les images que l'on a vues. Et qui, je le redis, nous ramène à ce que nous faisons, nous, en France. Moi, je vais pas commenter les propos de Elon Musk. Je pense que c'est absolument pas le sujet ce matin, et c'est pas ce qui intéresse les Français. Ce qui intéresse les Français, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte, en France, que les jeunes générations, qui, encore une fois, pour leur grande majorité, se comportent très bien, mais que pour cette minorité-là, nous ne soyons plus confrontés à ce type de phénomène. Alors revenons en France, les réactions politiques se sont multipliées. Marine Le Pen dit qu'il n'y a qu'en France où une victoire de football provoque des émeutes. Et puis on aimerait, avec Agathe, vous faire écouter le maire LR de Cannes, David Lisnard, qui était hier midi sur BFM. Il y en a assez de sponsoriser et de subventionner la délinquance. On doit passer un contrat avec ceux qui reçoivent des aides. Si leurs gamins mineurs commettent des exactions, ils doivent assumer pour eux. Il faut une responsabilité pénale. Et ceux qui sont solvables paient. Ceux qui ne sont pas solvables ne doivent plus avoir une aide publique. Ça va dans le sens de ce que vous disiez, Agathe, tout à l'heure. Vous disiez on a un problème avec l'éducation de nos fils. Question, est-ce qu'il faut sanctionner les parents pour les fautes de Alors, il faut une responsabilité pénale. Il y a aujourd'hui une responsabilité pénale. Il faut s'assurer, en revanche, qu'il y ait les suites judiciaires à la hauteur des images et des violences qui ont été commises. C'est une certitude. Et ensuite, il y a la question de l'autorité parentale, et qui est une question absolument majeure que David Lisnard soulève à raison, je crois. Parce que quand vos enfants sont dans la rue à 23h, minuit, 1h du matin, et participent à ce type de violence, contribue à brûler des voitures, en tant que parent, moi je suis maman, j'ai un fils, je considère que si un jour ça m'arrive, j'aurai une responsabilité personnelle dans ce qui s'est passé. Et donc oui, on doit interroger le rôle des parents, et oui, on doit interroger... Donc plus c'est sanctionné ? Oui, on doit interroger la responsabilité des parents. Mais est-ce que il y a quelque chose d'un peu caricatural, à pointer du doigt immédiatement la question des aides sociales, et c'est un peu l'Arlésienne, on a ce débat de manière récurrente. Mais oui, remettre les parents, remettre l'autorité parentale, remettre la place et l'importance de la famille au cœur du débat politique et au cœur de la société, ça me semble absolument urgent. Et interroger le dispositif de force de l'ordre, c'est ce que font certains à gauche, notamment la France Insoumise. Je vous cite les mots de l'insoumise Clémence Guettet. Des dizaines de milliers de personnes ont été empêchées de célébrer. La police a chargé des gens qui ne commettaient aucun débordement. Elle appelle à revoir la doctrine du maintien de l'ordre. Est-ce que nos forces de l'ordre sont trop brutales, Maud Bréjon ? Non. Il y a une façon systématique de la part de la France Insoumise d'excuser, de justifier tous les types de violences. On le voit sur l'exemple du match et des violences de samedi soir. On l'a vu à plusieurs reprises par le passé. Ça dit quelque chose de leur rapport
à l'institution policière, qu'il qualifie régulièrement d'institution qui tue. Ça dit quelque chose à leur rapport à l'autorité et ça dit quelque chose à ce qu'ils décrivent eux-mêmes comme la Nouvelle-France, c'est-à-dire une Nouvelle-France où la violence provenant de tout à chacun, des citoyens lambda que nous sommes, serait légitime. Et c'est au fond, les insoumis, ils condamnent les violences. C'est une inversion totale des valeurs qui fondent notre État de droit et des valeurs qui fondent notre République. Ce que dit Clémence Guettet et ce que disent les responsables de la France insoumise, qui n'est pas nouveau, devraient toutes et tous nous interpeller en tant que citoyens, parce que lorsqu'on commence à justifier ce type de violence et à rendre, au fond, les policiers et les gendarmes responsables des images intolérables que l'on a vues samedi soir, on inverse les fondamentaux qui tiennent aujourd'hui le vivre ensemble et notre capacité à faire société. Et une dernière La violence légitime, elle est du côté des forces de l'ordre. Voilà. Et les images que nous avons vues samedi soir doivent être intégralement condamnées. Et je voudrais quand même nuancer un tout petit peu mon propos. Certains responsables de gauche l'ont fait de manière très claire. Je pense au maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Je pense à Raphaël Glucksmann, qui était chez vos confrères de RTL hier, qui a eu des propos, là encore, d'une grande clarté. Donc je ne mets pas l'ensemble des responsables de gauche dans le même panier. Vous attendez des sanctions exemplaires ou pas? Gérald Darmanin, l'année dernière, avait déploré que les premières sanctions de la justice n'étaient pas à la hauteur. J'attends des sanctions exemplaires en tant que responsable politique et en tant que citoyenne. C'est une évidence. C'est une évidence parce que il y a le travail des forces de l'ordre, il y a le travail de la police, et ensuite il y a le travail de la justice. Aujourd'hui, les quantums de peine sont déjà importants, sont déjà très hauts. On a les moyens de poursuivre les personnes qui ont commis ces actes de délinquance. Et donc il faut évidemment que la justice le fasse, qu'elle le fasse sereinement, qu'elle le fasse en toute indépendance, mais qu'elle le fasse de la manière la plus ferme et j'ajoute la plus rapide possible. Et puis, il y a un dernier point, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler ce matin, mais il y avait probablement des mineurs dans les personnes qu'on a vues et interpellées des dizaines de mineurs, samedi soir. Et là encore, ça interroge sur la responsabilité parentale, je l'ai dit, mais sur la responsabilité individuelle et sur l'excuse de minorité, qui est un débat qui revient régulièrement. Vous voulez remettre en cause cette excuse de minorité ? Dans un pays où la violence est de plus en plus extrême et de plus en plus jeune, commise par des individus de plus en plus jeunes. Et je pense que ça fera partie, là encore, la manière dont on encadre notre jeunesse, des grands débats de la présidentielle. Et on comprend que vous êtes favorable donc à interroger cette excuse. Je pense que le débat doit être urgemment ouvert, oui, et ce sera l'occasion, je pense, des débats de 2027 qui devront aller au-delà de la question purement pénale, j'insiste dessus. Il y a une question éducative absolument majeure. Dans un instant, et qui se joue probablement très jeune, en réalité. On va parler des milliards de sous de France et en même temps d'un bilan contrasté pour les présidents en matière d'économie. Mais pour l'instant, il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Le Liban fait face à une agression d'Israël féroce et condamnable. Déclaration ce matin du président libanais. Hier, le Premier ministre israélien a affirmé qu'il voulait intensifier son offensive au Liban contre le Hezbollah, milice pro-iranienne. Et à cause de la guerre au Moyen-Orient, la Banque de France va abaisser ses prévisions de croissance pour cette année, annonce à l'instant de son gouverneur. Le ministre de la Ville demande une réponse pénale beaucoup plus forte. Vincent Jeanbrun s'exprime après les violences en marge de la finale de la Ligue des champions de football, finale gagnée par le PSG. 890 personnes interpellées selon le dernier bilan. Le ministre se dit aussi d'accord avec l'idée de retirer les éventuels logements sociaux si des personnes coupables de tels faits en bénéficient. Plusieurs changements à noter en ce 1er juin, notamment la hausse du SMIC, plus 2,41% pour le salaire minimum. Par ailleurs, le gouvernement renforce les aides à l'achat ou la location de véhicules électriques et les prix repères du gaz naturel reculent, moins 4,8%. Et puis on apprend à l'instant la mort d'André Santini, maire UDI d'Issy-les-Moulineaux. On ne connaît pas encore les raisons de son décès. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou.
Avec Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, ministre délégué à l'énergie, il y a des bonnes nouvelles sur le front du sommet de Choose France. Oui, Agathe, il y a plein de bonnes nouvelles ce matin. Pour le pays, comme cet investissement record de 75 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle annoncé par le japonais SoftBank. Annonce faite alors que s'ouvre aujourd'hui, vous le savez, la 9e édition du sommet de Choose France, la dernière du président Macron. Grande messe annuelle pour attirer les investisseurs étrangers au château de Versailles, où vous irez cet après-midi. Madame la porte-parole du gouvernement, laissez-moi deviner, ce matin, vous allez crier Cocorico ? D'abord, il n'est pas interdit de se satisfaire lorsqu'il y a des bonnes nouvelles dans ce pays. Je sais qu'on a un peu perdu l'habitude de le faire et qu'il y a une tendance à relayer des mauvaises nouvelles et des discours effectivement parfois un peu déclinistes. Mais on a une économie qui résiste et on a le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers pour la 7e année consécutive. Et c'est une vraie bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour notre économie, c'est une bonne nouvelle pour notre avenir, c'est une bonne nouvelle pour nos emplois, c'est une bonne nouvelle pour la création de richesses. Et donc, c'est des bonnes nouvelles qui, à la fin, bénéficieront à tous les Français. Donc, quand on a un investisseur comme SoftBank qui annonce 75 milliards d'euros, donc 45 milliards d'euros avant 2031 dans les Hauts-de-France, ça veut dire des chantiers absolument colossaux, ça veut dire toute une chaîne de valeur et de sous-traitance avec des emplois, avec des femmes et des hommes, des Français qui travailleront derrière. Et ça fait partie des grandes réussites du président de la République. Oui, parce que Choose France, ça ne s'est pas traduit toujours par des emplois sonnants et trébuchants, Maud Bréjon. Est-ce que vous savez combien d'emplois vous avez créés ? Les investissements mettent parfois du temps à se concrétiser. Les projets mettent parfois du temps à démarrer parce qu'il y a aussi tout un processus d'autorisation environnementale, de construction en France. Donc tout ça est normal et s'explique très bien. Mais ça dit quelque chose de l'économie de notre pays qui résiste. Je le redis, quand SoftBank dit « j'investis en France parce qu'en France, on a une énergie décarbonée, pas chère et accessible », ça montre que notre pays a de très grands atouts qu'il faut cultiver et dont on peut aussi être fier. Et donc vous le disiez, 45 milliards d'ici 2031 dans les Hauts-de-France avec des grands data centers à côté de Dunkerque, près de Valenciennes et dans un village près d'Amiens. Sauf qu'il y a des écologistes qui alertent sur la consommation d'électricité et d'eau de ces futurs data centers. Comment on peut s'assurer que cette course à l'IA ne se fasse pas au détriment de nos objectifs climatiques ? Mais d'abord, en alimentant ces data centers avec de l'électricité décarbonée. Si vous alimentez les data centers, comme c'est le cas dans certains pays, avec de l'électricité qui est produite à partir du gaz, effectivement, vous polluez. Ces data centers polluent indirectement de manière très nette. Et nous, c'est nucléaire. Lorsque l'électricité provient d'origine nucléaire ou des énergies renouvelables, vous utilisez de l'électricité qui est massivement décarbonée. Et c'est le cas en France. 95% de l'électricité française est décarbonée. Et c'est aussi pour ça qu'on a ces grands investisseurs qui viennent. Parce que c'est une électricité décarbonée, parce que c'est une électricité qui est disponible, parce que le nucléaire est pilotable, qu'il produit sur demande dans des très grandes quantités, et parce que l'électricité est moins chère que chez nos voisins. Et on a tendance à l'oublier. Mais en France, l'électricité est 30 à 40% moins chère qu'en Italie ou qu'en Allemagne. Même si les prix ne baissent pas, alors qu'on a trop d'électricité. L'électricité pour les Français, est 30 à 40% moins chère, mais je le dis parce que c'est factuel, que chez certains de nos voisins européens. Et ça, c'est parce qu'on a fait des choix. C'est parce que nos prédécesseurs, il y a 60, 70, 80 ans, ont fait des choix, celui du parc nucléaire. Et c'est parce que depuis... Emmanuel Macron avait remis en cause c'est parce que depuis, on entretient ce parc nucléaire. Depuis 2014, il y a un immense chantier sur le parc nucléaire existant qui permet de prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales. Ça s'appelle le projet Grand Carénage. Ça dure depuis plus de 10 ans maintenant et c'est une formidable réussite. Et puis, on débute la construction de nouvelles centrales. Vous allez à Penly, en Normandie. Le chantier a commencé, les Français ne le savent pas forcément, mais il y a une immense zone de terrassement et là-dessus, on va construire un nouveau réacteur. On entend ce que vous dites, Maud Bréjon, mais ça ne remet pas en cause le fait qu'Emmanuel Macron a opéré un revirement sur le nucléaire parce qu'il n'avait pas commencé. Ce que je veux vous dire, Agathe Lambré, c'est que ces investissements
ne tombent pas du ciel et qu'ils sont liés à des décisions et à des atouts français. Il y a un autre sujet qui préoccupe les Français, c'est les prix du carburant toujours trop hauts. Vous avez dû annoncer de nouvelles aides ciblées. Est-ce que vous aviez sous-estimé les conséquences de la crise pour les Français? On a l'impression que c'est comme quand il y a eu la canicule la semaine dernière. Vous avez attendu plusieurs jours de canicule avant de convoquer une réunion sur la canicule. Là, vous annoncez un nouveau train de mesures. Non, mais est-ce que le gouvernement a toujours un train de retard? On a adapté, depuis les premiers jours de cette crise, les dispositifs de soutien aux secteurs d'activité les plus touchés et aux Français les plus exposés, fonction de l'évolution d'une situation qui, pour des raisons militaires et géopolitiques, était extrêmement mouvante. Et vous l'avez vu dans la manière de traiter le sujet sur vos plateaux, vous l'avez vu dans les discussions que vous avez pu avoir avec vos invités experts en la matière. Et donc en mars, on a mis en place des premiers dispositifs. On les a adaptés en avril, on les a adaptés en mai, et c'est normal, on les adaptera autant que nécessaire. Aujourd'hui, l'ensemble des dispositifs représente environ 1,2 milliard d'euros. Donc, quand j'entends les uns et les autres dire c'est des miettes, c'est complètement à côté de la plaque. 1,2 milliard d'euros, ce sont des dépenses importantes dans un contexte budgétaire qui est effectivement contraint. Mais on a fait un choix assumé, des aides ciblées, les secteurs les plus exposés, les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs, le bâtiment, et puis les Français les plus modestes. Maud Bréjean, l'heure tourne, pardonnez-moi, et nous avons aussi des questions politiques. Vous n'étiez pas au meeting de Gabriel Attal samedi, pourtant c'est pas très très loin de chez vous, c'était au Parc des Expositions à Paris. Pourquoi avez-vous séché ? Vous savez, il y a plusieurs semaines, j'ai initié avec des collègues ministres et parlementaires une tribune de 90 responsables politiques qui appelaient les candidats déclarés ou putatifs de la droite et du centre à se mettre autour de la table, à privilégier le quoi avant le qui, pour aboutir à un projet et une candidature commune. Vous voulez dire que c'est un candidat solitaire, Gabriel Attal ? Elisabeth Borne parle d'une aventure individuelle. Est-ce qu'en creux, c'est ce que vous êtes en train de nous dire à propos de Gabriel Attal ? Elisabeth Borne dit bien ce qu'elle veut. Je dis deux choses. Je dis d'une part sur cet arc politique-là, qui gouverne ensemble depuis 2 ans maintenant, il serait impensable et irresponsable d'avoir plusieurs candidats. Et deuxièmement, pourtant, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui est en train d'arriver. Ça nécessite que les candidats déclarés ou putatifs, qui expriment leurs opinions et qui ne sont pas illégitimes à être candidats, se parlent et s'entendent. Il ajoute trop perso, Gabriel Attal, pour vous ? Encore une fois, moi je suis pas là pour donner les bons et les mauvais points. Vous n'y étiez pas, Spitting. Gabriel Attal a des ambitions, elles ne sont pas illégitimes. Il pose une vision, d'autres le font. C'est le cas d'Édouard Philippe, c'est le cas de Bruno Retailleau. Mais ils se parlent déjà, ces candidats, Maud Bréjean, parce que vous dites que ça nécessite que les candidats se parlent. Enfin, ils se parlent. Pardon. Gabriel Attal et Édouard Philippe se sont même mis d'accord sur un pacte de non-agression. Le mieux placé se maintiendrait, le moins bien placé se désisterait en cas de risque en de janvier duel. Ou février, les promesses n'engagent ça vous rassure que ceux qui les croient. Ce pacte de non-agression ? Vous connaissez le dicton. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train de lancer des trains à grande vitesse qu'on aura bien du mal à arrêter demain. Et que, pendant ce même temps, le Rassemblement national est à 35% dans les différents sondages. Alors vous me direz, c'est des sondages à 1 an des élections, mais enfin, c'est des sondages quand même. Et de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon se structure et fera une campagne, à n'en pas douter, redoutable. Et donc, lorsqu'on regarde ce paysage politique-là, on ne peut pas expliquer aux Français qu'on se lance dans une primaire sauvage, dans une forme d'octogone sans règles, vous voyez, devant tout le monde, en public, entre les uns et les autres. Parce que à la fin, bon courage pour aller effacer les traces de sang que ça aura laissé sur les murs. Très vite, ça veut dire qu'il faut que certains se désistent avant septembre ? Ça veut dire, d'une part... Dans les semaines qui viennent ? Ça veut dire, d'une part, que toutes les petites phrases, tous les petits pics qui peuvent être lancés par les candidats ou par les équipes doivent immédiatement cesser. Parce que le ressentiment que cela laisse n'est évidemment pas propice au rassemblement derrière. L'équipe de Gabriel Attal compare Édouard Philippe à Édouard Balladur, et je pense, par exemple, que il est urgent qu'au-delà de se parler,
une réflexion de fond sur des questions de fond. On parlait de la question des mineurs, on parlait de la question de l'encadrement des jeunes tout à l'heure. Fond avant du commencer. On vous entend. Il y a des grands sujets. La question de la réponse pénale, la question de la réforme des retraites, et vous les questions migratoires, les questions de transition énergétique. C'est ça qu'il faut mettre sur la table. La question qui démasque Moscou, Maud Bréjon, une propagandiste patentée qui sert la soupe de Vladimir Poutine. C'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères qualifie Ksenia Fedorova, ancienne patronne de Russia Today, aujourd'hui chroniqueuse du groupe Bolloré. Pourquoi avoir renouvelé son titre de séjour de 10 ans en 2024 dans ce cas? Alors, Laurent Nunez s'en est expliqué tout à l'heure chez vos confrères de France Inter, je crois, expliquant qu'elle avait suivi l'ensemble de la procédure normale pour obtenir le renouvellement de ce titre. Est-ce que vous voulez l'expulser? Je n'ai pas davantage de commentaires à faire. Moi, Si c'est une agente de Vladimir Poutine, est-ce que vous voulez qu'elle reste en France? Non, mais il y a la question du droit. Et ça, c'est au ministre de l'Intérieur de dire si elle remplit les conditions du droit qui lui permettent d'avoir ce titre de séjour. De toute évidence, c'est le cas. Et pardonnez-moi, je voudrais quand même, j'ai pas eu le temps de terminer, mais ce qu'elle dit est proprement insupportable. Et j'entends Madame Fedorova se réfugier derrière la liberté d'expression qu'elle n'aurait pas en Russie. Si vous me le permettez. On a entendu votre réponse. Merci beaucoup, Maud Bréjon, d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci, Paul. À demain, merci. Tout de suite, les informés avec Renaud Dely.